Nous avons des hommes malades. Ils sont tellement faibles. Vous devez utiliser des aiguilles de pin, cela pourrait aider. Lorsque vous imaginez les cow-boys, des fusillades éclatent dans votre esprit, les bagarres dans les saloons et ces silhouettes solitaires qui disparaissent dans l'horizon poussiéreux. Mais voilà ce que Hollywood n'a jamais voulu vous dire. L'histoire véritable de l'Ouest ne se construit pas sur des balles, mais sur du bétail et des haricots. Entre 1865 et 1895, une folie économique envahit l'Amérique. Au Texas, un taureau longhorn, avec ses cornes majestueuses de 6 pieds, valait à peine 3 $, moins cher qu'une paire de bottes. Mais à New York ou Chicago, il s'élevait à 40 $. Certains atteignaient même des prix faramineux. La question semblait simple, mais presque impossible à résoudre. Comment transformer un tas de viande sur 4 pattes en argent quand lointain se trouve le chemin de fer, à 1000 miles de là? La solution? Le convoi de bétail. Imaginez un instant 10 à 15 hommes dirigeant 3000 têtes de bétail à travers des prairies infinies, franchissant des rivières assez puissantes pour engloutir un cheval, en traversant des terres où les tribus pouvaient s'avancer comme des ombres menaçantes et des tempêtes capables de disperser un troupeau en une fraction de seconde. Tout cela pour un salaire qui ferait pleurer un employé de fast-food moderne. Et au cœur de ce chaos, il y avait un homme qui détenait un pouvoir plus grand que tout autre, à l'exception du chef de la caravane. Ce n'était pas le plus rapide à dégainer, ni le meilleur cavalier. Parfois même infirme, il avait traversé les années avec une sagesse tranquille et était devenu la mère, le médecin et le juge de la prairie. Il s'appelait Silas Walker, mais tout le monde le connaissait sous le nom de Cookie. Et sans lui, l'industrie de la viande n'aurait jamais vu le jour. Mais ce n'est pas seulement l'histoire de Cookie. C'est aussi celle de Sarah, une femme cherokee dont la vie et la sagesse ont non seulement sauvé Cookie, mais aussi toute l'équipe. Elle ne se contentait pas de donner des remèdes, mais incarnait la force tranquille et silencieuse de son peuple. Elle savait que dans un monde brutal, seule une sagesse ancestrale pouvait les guider. Et c'est elle qui, dans l'ombre, marqua le destin de Cookie et, par extension, celui de l'Ouest. Le chaos organisé. Imaginez maintenant 3000 têtes de bétail, 3000 énormes bêtes de longhorn s'étendant sur plus d'1 mile dans la prairie. Elles se déplaçaient comme une rivière brune, vive et indomptable, fonçant vers le nord. En observant les peintures anciennes, vous pourriez penser qu'il ne s'agissait que d'une masse d'animaux se déplaçant sans but. Mais non, tout cela était une opération militaire. Chaque homme avait sa place et son rôle déterminait son salaire, son statut et la quantité de poussière qu'il devrait avaler au fil des heures. À travers ce tableau de chaos, Sarah demeurait l'écho silencieux dans l'esprit de Cookie. Chaque nuit, après le dernier souffle du vent dans les plaines, il pensait à elle. Pas seulement à l'amour de leur relation, mais à la reconnaissance profonde qu'il lui portait. Dans ces silences résidait la vérité qu'il cherchait, être à la fois mère, guérisseuse et femme, dans un monde impitoyable où seule la sagesse pouvait offrir une boussole. 1. Le général au sommet du groupe, parfois à 10 ou 15 miles devant le troupeau, se trouvait l'homme qui dirigeait la caravane. Ce n'était pas simplement un cow-boy, c'était un général. Chaque jour, il chevauchait en avant, explorant les lits de rivières asséchés à la recherche de points d'eau, négociant avec des propriétaires terriens ou des chefs tribaux en colère et prenant des décisions cruciales sur où faire bivouaquer le troupeau chaque nuit. Une mauvaise décision, comme manquer un point d'eau à 5 miles, et c'était toute la caravane qui risquait la perte. Son salaire, allant de 100 à 125 $ par mois, était une fortune à une époque où un revolver Colt coûtait à peine 15 $. Mais ce n'était pas juste un chiffre, c'était le prix de la survie. 2. Les aristocrates. Derrière lui, chevauchant à l'avant, se trouvaient les hommes de pointe, ces aristocrates du monde des cow-boys. Ces hommes n'étaient pas les plus rapides à dégainer, ni les meilleurs cavaliers, mais ils possédaient une intelligence rare. Ils comprenaient la psychologie du bétail mieux que quiconque. Lorsqu'un homme de pointe poussait un groupe de bétail à gauche, les 3000 animaux derrière lui suivaient instantanément, comme une marée obéissante. Ces hommes étaient des maîtres dans leur domaine, et leur expertise était respectée par tous. Leur salaire était une juste reconnaissance de leurs compétences. 3. Les sergents, swing et flank, s'étendant le long des flancs du troupeau, se trouvaient les hommes de swing et de flank, de véritables sergents dans cette armée vivante.
Leur mission était de maintenir le troupeau en ligne droite. Chevauchant d'un bout à l'autre, ils guidaient les bétails errants pour qu'ils se regroupent, s'assurant que l'ordre soit préservé. Leur travail était ardu et exigeait une grande compétence, et leur salaire, entre 30 et 40 dollars par mois, était mérité. Bien qu'ils fussent moins élevés dans la hiérarchie que les hommes de pointe, leur rôle était tout aussi essentiel à la réussite de l'expédition. 4. L'enfer, les dragmen. Si l'avant était le domaine des élus, l'arrière du troupeau était l'enfer. Imaginez 12 000 sabots frappant la terre brûlante du Texas, soulevant des nuages de poussière qui enveloppaient les dragmen pendant des heures, chaque jour, pendant 3 mois. Cette poussière qui remplissait leurs oreilles, bouchait leur nez et se mélangeait à leur sueur, formait une boue caustique sur leur peau. Le soleil brûlant, à plus de 100 degrés, transformait chaque journée en une épreuve insoutenable. Les dragmen ressemblaient à des créatures de boue en fin de journée, leurs visages dissimulés, ne laissant apparaître que leurs yeux de ratons laveurs, blancs. Ils portaient des bandanas, non par souci de mode, mais par nécessité. Sans eux, ils suffoquaient, leurs poumons remplis de poussière et de bactéries, risquant la pneumonie. 5. L'apprenti. Le wrangler. Derrière ces hommes se trouvait le wrangler, souvent le plus jeune du groupe, parfois âgé de seulement 15 ans. Son rôle était de s'occuper de la remuda, le troupeau de chevaux de rechange. Un cow-boy ne pouvait pas chevaucher le même cheval toute la journée. Ses chevaux se fatiguaient, devenaient malades. Chaque cow-boy avait besoin d'un troupeau de 6 à 8 chevaux frais chaque jour pour accomplir ses tâches. Le wrangler occupait un rang bas dans la hiérarchie, mais il avait un rôle vital. Même s'il était le petit frère du groupe, il savait que, contrairement aux dragmen, il respirait un air plus pur et était moins exposé à la poussière suffocante. Cookie et la forteresse roulante. Il y a 5 ans, Silas Walker, connu sous le surnom de Cookie, était l'un des meilleurs hommes de pointe du Thunder Trail. Chevauchant fièrement à l'avant du troupeau, il avait l'assurance d'un homme qui, après des années de maîtrise, avait dompté chaque fibre du sentier. À 32 ans, sa carrure imposante et son expertise en faisaient donc l'un des conducteurs de bétail les plus respectés du Texas. Mais un jour, une rencontre inattendue avec un taureau allait bouleverser sa vie à jamais. Un jeune taureau, effrayé par un serpent à sonnette, s'élança vers le cheval de Cookie. Ce dernier se cabra brutalement, et avant même que Cookie puisse tenter de se protéger, une corne de Longhorn, enragée, s'enfonça profondément dans sa cuisse gauche. Transporté d'urgence à Fort Worth, il fut pris en charge par un médecin, mais la jambe guérit de travers. Cookie, l'homme qui dominait le Thunder Trail, était désormais limité, à peine capable de marcher, et l'idée de ne plus jamais chevaucher lui broyait le cœur. Tous pensaient Vincent que ses jours de cow-boy étaient comptés. Mais le chef de la caravane, qu'il avait employé pendant 6 ans, lui proposa une offre inattendue. « Tu connais le sentier, tu connais les hommes, et surtout, tu es le seul à pouvoir faire des biscuits qui ne brisent pas les dents. Deviens mon cuisinier pour 60 dollars par mois. » C'était plus que ce qu'il gagnait en tant que cow-boy, et c'était sa chance de rester dans l'univers qu'il aimait. Cookie accepta l'offre, et dans ce tournant radical de sa vie, il apprit un nouveau métier. Il prit les rênes du chariot de cuisine, une véritable forteresse roulante, bien plus qu'un simple chariot. C'était son royaume, un espace qu'il dirigeait avec la même autorité qu'un chef de guerre sur son champ de bataille. Là, il n'était pas juste un cuisinier, mais le cœur battant de l'expédition, celui qui nourrissait le corps et l'âme de toute l'équipe. À l'intérieur de son coffre en bois, chaque compartiment était organisé avec une rigueur presque militaire. Du sel, du poivre, du bicarbonate de soude, des bandages, des aiguilles et du fil. Le coffre était sacré et il existait une règle tacite parmi les cow-boys. Vous pouviez emprunter le cheval de quelqu'un en cas d'urgence, même son arme si la situation l'exigeait, mais il y avait une chose sur laquelle personne ne devait jamais poser les mains sans permission. Le coffre de cuisine de Cookie. Ceux qui enfreignaient cette règle étaient bannis du convoi, voire pire. Sous le chariot, suspendu comme un hamac, se trouvait le possum belly, une sorte de sac qui contenait des copeaux de buffalo ou du bois de chauffage. Un fût d'eau de 150 à 200 litres, toujours aussi précieux que de l'or dans ces plaines arides, complétait son équipement. Dans ce vaste désert, on pouvait parcourir 30 miles sans croiser une source d'eau. Chaque goutte comptait,
et ce fût d'eau était un trésor en soi. Mais la possession la plus précieuse de Cookie n'était pas l'eau, ni le bois de chauffage, c'était son levain. Dans un fût en céramique, soigneusement enveloppé dans du tissu, il gardait une culture vivante de levure qu'il entretenait depuis des années. À l'époque, dans les années 1870, sans levure chimique, ce levain était tout pour eux. C'était la clé pour faire du pain, une denrée essentielle. Si ce levain mourait, il n'y avait plus de pain, seulement des galettes aussi dures que des pierres. Par nuit glaciale, Cookie enveloppait ce fût de couverture et le gardait contre sa poitrine, utilisant la chaleur de son corps pour préserver la vie du levain. Les cow-boys plaisantaient souvent en disant que Cookie chérissait ce levain plus que n'importe quelle femme. Et à vrai dire, ils n'avaient pas totalement tort, car ce levain venait de Sarah, une femme Cherokee qu'il n'avait jamais oubliée. Le problème du carburant, le charbon de prairie. Imaginez un instant Cookie, confronté à l'immensité de la prairie, ce désert sans fin où le seul horizon est une mer de terre nue s'étendant du Texas jusqu'au Canada. Il n'y avait pas d'arbres à perte de vue, pas un seul bois de chauffage à couper. Pour vous donner une idée, vous pouviez chevaucher pendant 100 miles sans voir un arbre plus grand qu'un jeune plant. Alors, comment faisait Cookie pour alimenter son feu et cuisiner 3 repas chauds crânins par jour pour une quinzaine d'hommes affamés? La réponse semblait étonnante. Charbon de prairie, en d'autres termes du fumier de vache séché. Avant de détourner les yeux, laissez-moi vous expliquer le procédé. Le fumier frais est humide, malodorant et inutile. Mais une fois séché sous le soleil brûlant de la prairie, il se transforme en quelque chose de totalement différent. Il devient des disques durs et courbés appelés cow chips. Ces morceaux sont inodores, aussi légers que du liège, et dégagent une chaleur constante, semblable à celle de la tourbe d'Irlande. Chaque soir, l'équipe se mettait à la recherche de ce précieux carburant. La règle était simple, ne ramassez que les morceaux parfaitement secs et courbés. Si vous pouviez taper 2 morceaux ensemble et entendre un bruit creux, cloc, cloc, alors ils étaient prêts à l'usage. S'ils étaient encore mous, ils attendaient encore 1 semaine. Le parfum de ce charbon n'était pas celui que l'on pourrait imaginer. Il évoquait plutôt l'odeur douce et apaisante de l'herbe séchée. Lorsqu'il brûlait lentement, il offrait la chaleur nécessaire à Cookie pour cuire ses biscuits d'orchain dorés dans son four en fonte. Le four en fonte, l'orchestre de Cookie. L'instrument le plus précieux de Cookie n'était pas un couteau ni un fusil, mais son four en fonte. Ce n'était pas un simple chaudron, c'était un four sur 3 pieds qui permettait à la chaleur de circuler sans étouffer les braises. Il avait un couvercle plat avec un rebord surélevé pour empiler des braises chaudes tout en empêchant les cendres de tomber dans la nourriture. Lorsque Cookie soulevait le couvercle, c'était comme si le four se transformait en une scène de concert et lui en devenait le chef d'orchestre. Pour cuire ses biscuits à la perfection, avec un extérieur doré et un cœur moelleux, Cookie maîtrisait l'art de la distribution de chaleur. La règle était simple mais cruciale. Il fallait plus de chaleur en haut qu'en bas. Et chaque 15 minutes, Cookie effectuait un mouvement de rotation méticuleux. Il tournait le couvercle de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre et la marmite de 90 degrés dans le sens inverse. Ce petit geste permettait de répartir uniformément la chaleur, évitant ainsi les points chauds. Les cow-boys, intrigués, observaient un Cookie avec admiration, attendant de voir s'il pouvait à nouveau produire ses biscuits tout parfaits, dorés à l'extérieur et fumant à l'intérieur. Le menu, du carburant de choc au ragoût terrifiant. Si vous pensez que les dangers les plus redoutables d'un convoi de bétail étaient les attaques de bandits ou les stampèdes, détrompez-vous. Le vrai défi, celui qui mettait la vie des cow-boys en jeu chaque jour, était bien plus subtil, ce qu'ils mettaient dans leurs estomacs. Avec environ 4000 calories à consommer par jour pour chaque cow-boy, leur régime alimentaire était aussi rude que leur vie sur le sentier. Le véritable défi n'était pas de combattre les dangers extérieurs, mais de nourrir ces hommes avec un repas qui leur donne assez de force pour affronter les épreuves du jour. Et ce défi se résumait souvent à une seule boisson. Le café, Arbuckles, la monnaie des plaines. Le jour des cow-boys ne commençait pas avec le lever du soleil, mais avec l'odeur distinctive du café Arbuckles Ariosa.
À la fin du XIXe siècle, Arbuckle's était bien plus qu'une simple marque. C'était une véritable référence pour les pionniers de l'Ouest. Les frères Arbuckle étaient des génies du marketing, enrobant chaque grain d'un glaçage spécial à base de blanc d'œuf et de sucre. Ce glaçage, qui ne servait pas à améliorer le goût mais à préserver les grains des intempéries et de la chaleur, leur permettait de traverser les longues étapes du voyage sans risque de moisissure. Mais le vrai secret d'Arbuckle's ne résidait pas uniquement dans la durabilité de ces grains. À l'intérieur de chaque paquet de café se trouvait un bâton de menthe poivrée. Ce petit geste, apparemment anodin, avait pour but de motiver le plus jeune du groupe à tourner le moulin tôt le matin. Mais plus encore, chaque paquet Arbuckle présentait la signature du propriétaire de la société. Cette signature, parfois découpée et conservée par les cow-boys, leur permettait d'échanger des coupons contre des récompenses. De nouveaux accessoires, un rasoir, voire un revolver 38 calibres, selon le nombre de paquets collectés. L'ingrédient secret, l'eau de trou à bison. Mais le café, c'était une toute autre histoire. Cookie le préparait à la manière des cow-boys, en jetant le marc directement dans de l'eau bouillante. Cependant, ce que les films oublient souvent de vous dire, c'est la question cruciale. D'où venait l'eau ? Il n'y avait pas de plomberie moderne sur le Thunder Trail, ni de sources filtrées au milieu des vastes étendues de prairies. Cookie devait dénicher de l'eau là où il le pouvait. Et bien souvent, cela signifiait puiser dans un trou à bison. Un trou à bison était une dépression dans le sol, un creux où un bison de 2000 livres venait se rouler pour se gratter le dos. Lorsqu'il pleuvait, ces trous se remplissaient d'eau, mais aussi de boue, d'urine de bison, de fumier et parfois de milliers de larves de moustiques. Et c'était cette eau que Cookie utilisait pour son café du matin. Pour rendre cette eau potable, Cookie avait son astuce secrète. Il coupait des feuilles à écailles de cactus poilus et les jetait dans le fût. La sève collante du cactus agissait comme un flocculant naturel, capturant la saleté et les larves, les précipitant au fond pour que l'eau propre se trouve juste au-dessus. Même dans ces conditions, les cow-boys plaisantaient souvent en disant que leur café avait de la texture, assez fort pour faire flotter un fer à cheval. Si le fer à cheval coulait, cela voulait dire que le café n'était pas encore prêt. Nooning, la misère du déjeuner. Le repas de midi appelé nooning était loin d'être une fête. Pas d'arrêt, pas de table, pas de réconfort. Le déjeuner consistait en des restes de biscuits durs du petit déjeuner, tellement secs et durs qu'ils auraient pu rivaliser avec des pierres accompagnées de jerky. Oubliez le jerky tendre que vous trouvez dans les stations-service aujourd'hui. Le jerky des années 1870, c'était de la viande crue, salée généreusement, puis séchée au soleil jusqu'à obtenir une texture semblable à du cuir. Il était tellement dur que les cow-boys ne pouvaient même pas y mordre. Ils devaient le garder dans leurs joues et attendre qu'il se réhydrate avec leur salive pendant 1 heure avant de pouvoir enfin le mâcher. Salé, coriace et notoirement mauvais pour les dents, c'était pourtant un élément vital de leur alimentation. Le souper et les haricots trompeurs. Le véritable festin du jour était le souper, un repas qui se résumait aux 4 B. Haricots, bacon, biscuits et bœuf. Parlons des haricots. Généralement, il s'agissait de haricots pinto, venus du Mexique. Les cow-boys les appelaient les fraises de Pecos ou les whistleberries. Cookie les faisait tremper toute la nuit, puis les mijotait longuement avec du porc salé. Mais avec un régime quasi exclusivement composé de haricots et de viande salée, des conséquences imprévues apparaissaient. Autour du feu, les hommes se retrouvaient en cercle, et ce n'était pas seulement un moment de convivialité. La flatulence, dans ces moments-là, devenait une véritable source de tension. Ils appelaient en ces haricots les haricots trompeurs, car, disaient-ils, ils parlaient déjà derrière votre dos. Cookie, conscient de cette situation délicate, ajoutait toujours une poignée de piment dans la marmite, non seulement pour rehausser le goût, mais aussi pour accélérer la digestion et limiter la musique nocturne. La vraie richesse du souper, cependant, ne résidait pas dans la viande, mais dans la graisse. La graisse de bacon était l'or liquide du Texas, un bien précieux que Cookie conservait soigneusement. Il l'utilisait pour concocter une sauce épaisse et nourrissante, un mélange riche en calories, fait de farine, d'eau ou de lait en conserve, et bien sûr de graisse.
Cette sauce était versée sur tout. C'était la seule source de graisse qui permettait aux cow-boys de supporter les nuits glaciales des prairies ouvertes. Le ragoût Son of a Bitch. Puis il y avait la légende, le ragoût Son of a Bitch. Dans les vieux livres de cuisine, on le retrouve sous des noms plus polis comme ragoût Cleveland ou ragoût de l'homme, mais sur le sentier, il n'avait qu'un nom. Et ce nom ne se murmurait pas, le ragoût Son of a Bitch. Ce plat avait vu le jour par nécessité. Lorsqu'un veau était blessé ou perdait sa mère, il fallait l'abattre immédiatement. Rien ne se jetait. La viande était séchée pour en faire du jerky, mais les organes devaient être consommés sur le champ. Cookie allumait son four en fonte et ce n'était pas un simple repas. C'était une véritable démonstration d'anatomie. Cœur, foie, langue, cerveau, reins et rognons. Mais l'ingrédient secret, celui qui transformait ce festin de tripes en un mets presque délicat, était l'intestin du moelleux. L'intestin du moelleux, ou tripe, est le tube reliant les deux estomacs d'un veau nourri exclusivement au lait. Ce tube, exempt de déchets, contenait du chyme, une substance riche en enzymes lactiques partiellement digérées. Lorsque Cookie découpait ce tube en rondelles et les ajoutait au ragoût, la chaleur ne le décomposait pas. Elle le transformait en une substance onctueuse, crémeuse, ressemblant à du fromage, un épaississant naturel. Pour un palais moderne, manger un intestin de veau peut sembler une expérience insupportable. Mais pour ces cow-boys, après des semaines de haricots secs et de viande salée, l'intestin du moelleux était un festin digne des plus grands chefs. C'était riche, gras et crémeux, une texture tant recherchée. C'était leur rare moment où ils se sentaient comme des rois. La psychologie du sucre. À la fin d'une longue journée, si le voyage s'était bien déroulé, Cookie se permettait parfois un geste spécial, un dessert. Le sucre, rare et précieux, n'était pas une denrée fréquente, mais de temps en temps, il confectionnait un spotted pup. Ce n'était rien de plus qu'un mélange simple de riz bouilli, de mélasse et de raisins secs, mais ces raisins se détachaient du riz blanc comme des taches sur un chiot dalmatien. Ce n'était pas un plat compliqué, mais un pudding collant, trop sucré peut-être, mais tellement réconfortant. Il faut comprendre la psychologie derrière ce plat. Pour ces hommes, en plein cœur d'un monde de poussière, de sang et de brutalité, une cuillerée de spotted pup était une bouffée d'air frais, un souvenir fugace de chez soi. Cela leur rappelait les mers, les cuisines familiales, un monde antérieur, avant que la prairie ne les engloutisse. Quand Cookie servait ce dessert, le camp entier se taisait. Des hommes endurcis, leurs visages marqués par le vent et les années de labeur, mangeaient comme leur pudding en silence, avec la révérence de ceux qui se rappellent, au fond d'eux, ce qu'il y a de plus humain en eux. Ces moments de tranquillité, aussi simples soient-ils, étaient en rare. Chaque bouchée devenait un rituel silencieux, un lien discret mais fort avec ce qu'ils avaient en perdu et ce qui leur manquait le plus. Un instant de douceur dans une vie autrement cruelle. La crise et la femme Cherokee. La 8e semaine du voyage, Cookie remarqua que quelque chose n'allait pas. Ben Parker, un des cavaliers, se plaignait de douleurs aux gencives dès le matin lorsqu'il buvait son café. Cookie, au départ, pensa qu'il s'agissait simplement d'une irritation due au tabac. Mais le lendemain, 2 autres hommes se plaignirent chant du même mal. Et bientôt, il n'était plus question de simple douleur. Le sang commença à apparaître. Lorsque les cow-boys se brossaient les dents, ceux qui s'en souciaient, leurs gencives saignaient abondamment. Leurs bouches devenaient violettes et enflées. Le symptôme le plus inquiétant arriva rapidement. Des blessures anciennes, datant de plusieurs années, recommencèrent à saigner. Les corps, comme rongés de l'intérieur, semblaient se détériorer lentement. Cookie fit tout ce qu'il pouvait avec sa trousse de premier secours. Il leur fit boire du whisky pour purifier leur sang, leur donna du calomel, un chlorure de mercure toxique qui n'eut pour effet que d'aggraver leur état. Il leur fit même boire du sang de bœuf cru pour leur redonner de la force, mais rien n'y faisait. Ils devenaient de plus en plus faibles chaque jour. Le plus jeune des cavaliers, Willy, âgé de seulement 16 ans, s'effondra alors qu'il ramassait des morceaux de fumier de vache et ne put se relever. Le chef de la caravane prit Cookie à part, une expression grave sur le visage. « Si ça continue ainsi, nous allons perdre tout le troupeau, et peut-être même des hommes, dit-il.
Cookie savait qu'il avait sa raison. Ils étaient encore à 3 semaines de Kansas, et à ce rythme, la moitié de l'équipage serait morte avant d'arriver à un chemin de fer. Puis, comme par magie, ils atteignirent un village Cherokee près de la frontière du Kansas. Pendant que le chef négociait de nouveaux chevaux, Cookie aperçut des femmes Cherokee échangeant des légumes et du cuir contre de la farine et du café. Une d'elles attira son attention. Plus âgée, des mèches argentées dans ses cheveux noirs, elle se déplaçait avec une autorité tranquille, portant un panier d'herbes séchées. D'un pas boitant, Cookie s'approcha d'elle, enlevant son chapeau, et tenta d'expliquer son problème avec des gestes maladroits. « Homme malade », dit-il, pointant sa bouche et mimant des saignements, puis montrant ses bras, où des cicatrices anciennes semblaient en se rouvrir. La femme l'écouta avec attention, ses yeux sombres analysant son visage. Après un moment de silence, elle hocha lentement la tête et parla en cherokee à un jeune homme à ses côtés, probablement son fils. Le jeune homme traduisit « Ma mère dit qu'elle connaît cette maladie. Elle l'a déjà vue pendant les hivers rigoureux, quand notre peuple n'avait pas de nourriture fraîche. Elle dit que cela vient du fait de manger de la viande trop vieille. » Cookie sentit une lueur d'espoir. « Peut-elle la guérir ?» demanda-t-il avec ferveur. Le fils traduisit « Elle peut vous montrer le remède, mais il faut suivre ses instructions à la lettre, sinon le remède deviendra un poison. » La femme, nommée Sarah, première à danser, mena Cookie dans un bosquet de pins à l'extérieur du village. Tandis qu'elle cueillait des poignées d'aiguilles de pin vertes et tendres, son fils, David, traduisit ses précieuses instructions. Tous les conifères ne sont pas sûrs. Le if, avec ses aiguillants plates et sombres, est mortel. Même une petite quantité arrête le cœur d'un homme. Le pin ponderosa fera perdre leur veau aux vaches. Vous devez utiliser uniquement des pins blancs, de l'épicéa ou du sapin. Sarah lui montra comment choisir les plus jeunes aiguilles des branches, expliquant que les vieilles aiguilles sont trop amères. Puis vint l'instruction capitale. « Ne faites jamais bouillir les aiguilles, » avertit-elle. « La chaleur détruit le remède. Faites bouillir l'eau d'abord, retirez-la du feu, puis ajoutez les aiguilles écrasées. Laissez-les infuser comme du thé. » Cookie écoutait attentivement, sachant que la vie de son équipe en dépendait. Lorsqu'il prépara le remède dans le chariot de cuisine, Cookie suivit chaque détail des instructions de Sarah. Il envoya les hommes en meilleure forme ramasser les aiguilles, les écrasa entre des pierres pour en libérer les huiles, et porta une marmite d'eau à ébullition. Dès que l'eau bouillit, il la retira du feu et y ajouta les aiguilles, couvrant la marmite pour conserver la chaleur. 15 minutes plus tard, il en sortit un liquide jaune-vert pâle, une fine pellicule d'huile flottant à la surface. Cela sentait Noël, un parfum fort et résineux. Mais le goût, c'était amer, astringent, et cela enveloppait la bouche comme du bois humide. Cookie ajouta une grosse cuillère de mélasse pour adoucir le tout, puis aligna les hommes malades. « Ça a le goût de la térébenthine, » grogna Cookie, mais la femme Cherokee dit que c'est le remède. Buvez. Les cow-boys se sont étouffés, ont juré, mais ont obéi. Car quand Cookie donnait un ordre concernant la nourriture ou la médecine, personne ne contredisait. Et le miracle se produisit. En 2 jours, les saignements cessèrent. Cookie n'en croyait pas ses yeux. Les hommes, qui crachaient du sang, se réveillèrent avec des bouches propres. En 3 jours, la fatigue se dissipa. Les hommes, qui avaient à peine la force de se tenir sur un cheval, pouvaient à nouveau chevaucher sans difficulté. En 1 semaine, même les cicatrices réouvertes commencèrent à guérir. Le jeune Willy était de retour à manger de la poussière et à se plaindre, un signe certain de la vie. Ce que Cookie ne savait pas, ce que personne dans les années 1870 ne pouvait savoir, c'est que ces aiguilles de pin, si banales en apparence, contenaient 5 fois plus de vitamine C qu'un poids équivalent d'orange. Ce thé amer et robuste, bien plus qu'un simple breuvage, apportait exactement ce que les corps des cow-boys réclamaient au plus profond d'eux-mêmes. Une simple plante de prairie, un savoir ancestral, et une femme Cherokee nommée Sarah avait sauvé 15 vies avec des connaissances que les médecins blancs, enfermés dans leurs universités, n'avaient jamais apprises. Lorsque l'équipe fut prête à repartir, Cookie se dirigea vers Sarah. Il apporta 50 livres de farine, 5 livres de sucre et sa couverture en laine personnelle. Une fortune sur le sentier. « Dis-lui qu'elle a sauvé mon équipe, dit Cookie à David. Dis-lui que je lui dois ma vie. »
Sarah accepta les biens, mais avant de tout prendre, elle parla longuement avec son fils. David, son regard empreint de sagesse, se tourna vers Cookie. « Ma mère dit que l'échange n'est pas équitable. Tu lui as donné des biens qu'elle peut acheter, mais elle a offert des connaissances que personne ne peut acheter. Elle dit que si tu veux la remercier, prends-moi avec toi. Apprends-moi à cuisiner pour les cow-boys, dit-il. Payez-moi un salaire d'aide. Je reviendrai avant l'hiver, avec de l'argent pour ma famille. » Cookie regarda le chef de la caravane, qui haussait les épaules en signe d'approbation. « On pourrait utiliser une aide. Qui connaît le pays ?» accepta Cookie, sa voix empreinte de résignation et de reconnaissance. Cookie se tourna vers Sarah. « Madame, j'enseignerai tout ce que je sais à votre fils, et je m'assurerai qu'il rentre sain et sauf. » Mais il y avait un autre motif derrière son accord. Cookie voulait apprendre ce que ce jeune homme savait des plantes de prairie, chaque herbe médicinale, chaque racine comestible. Si Cookie voulait garder les hommes en vie sur le sentier, il ne pouvait plus être qu'un simple cuisinier. Il devait devenir un guérisseur. Voici la partie de l'histoire que Cookie n'a jamais racontée aux autres cow-boys, la partie qu'il a gardée enfermée dans son cœur pendant 15 ans. Cette femme Cherokee, Sarah, n'était pas une rencontre fortuite. 15 ans plus tôt, Silas Walker, alors jeune cow-boy tout juste âgé de 22 ans, partait pour son tout premier convoi de bétail. Il était un drag rider inexpérimenté, mangeant de la poussière et rêvant de gloire. Ce premier convoi fit halte dans le même village Cherokee, et c'est là que Silas aperçut une jeune femme, à peine 18 ans, portant l'éclat du monde ancien. Elle s'appelait Sarah, première à danser. Silas acheta une paire de mocassins, payant plus qu'il n'aurait dû, juste pour voir son sourire éclore. Pendant 3 jours, ils trouvèrent des excuses pour se croiser. Ils ne maîtrisaient pas la langue de l'autre, mais ils s'en sortaient avec le langage universel de l'amour jeune. La dernière nuit, Sarah lui offrit un cadeau, un petit pot en céramique enveloppé dans du tissu. C'était un levain de sa grand-mère. « Comme ça, tu auras toujours du pain, dit-elle avec une douceur profonde, et tu te souviendras de moi. » Silas promit de revenir, mais les convois de bétail, impitoyables et exigeants, avaient l'habitude d'engloutir les rêves. La plupart des hommes dépensaient dansant leur salaire dans les saloons, sans jamais regarder en arrière. Mais Silas n'était pas comme les autres. 3 ans plus tard, il revint, trouvant Sarah toujours là, seule, l'attendant. Ils se marièrent au sein lors d'une cérémonie Cherokee. Silas, bien qu'il ne comprenne pas tout, respectait profondément cette culture qui nourrissait son âme. Lorsque le printemps arriva, Silas dut faire face à un choix impossible, rester avec Sarah dans la pauvreté ou partir pour gagner l'argent nécessaire à leur survie. Sarah prit la décision pour lui. « Va, dit-elle d'une voix douce mais ferme, gagne l'argent des hommes blancs, reviens quand la neige tombera, je serai ici. » Le cycle commença, et ainsi débuta le modèle qui définirait leur mariage. Chaque printemps, Silas, désormais appelé Cookie, partait pour le convoi de bétail. Il restait 7 mois loin de sa femme. Chaque automne, il revenait avec $60 par voyage, tout ce qu'il avait gagné. Il remettait tout à Sarah, qui gérait leur foyer avec une sagesse tranquille. Ensemble, ils avaient 4 mois chaque année. Cookie l'aidait pour les corvées hivernales, tandis que Sarah préparait les plats traditionnels, écoutant ses histoires du sentier. Ils eurent 3 enfants, 2 filles qui apprirent la médecine de leur mère et un fils qui se consacra aux chevaux. La partie la plus difficile était d'expliquer aux enfants pourquoi leur père partait chaque année. « Ton père nous apporte de l'argent pour que nous puissions acheter ce que nous ne pouvons pas fabriquer », disait Sarah. Et Cookie revenait toujours. À travers les stampèdes, les rivières tumultueuses et les blessures qui le laissaient infirme, il revenait toujours. Le levain, celui que Sarah lui avait offert, il le garda en vie pendant 15 ans. Il le nourrissait chaque jour, même lors des tempêtes de neige. Il dormait avec le fût contre sa poitrine pendant les nuits glaciales. Chaque fois qu'il nourrissait ce levain, il pensait à Sarah. Chaque pain était un lien avec elle. Les cow-boys plaisantèrent souvent en disant que Cookie aimait son levain plus que toute autre femme. Ils ne savaient pas à quel point ils avaient raison et à quel point ils avaient tort. Ce levain, c'était le cadeau de Sarah, un symbole vivant de leur lien indéfectible à travers les vastes prairies, malgré les kilomètres qui les séparaient. Le cycle commença, et ainsi naquit le modèle qui définirait leur mariage. Chaque printemps, Silas, désormais connu sous le nom de Cookie,
partait pour le convoi de bétail. Il s'absentait pendant 7 mois, revenant au village chaque automne avec ses salaires, $60 par voyage. Chaque centime de ce qu'il gagnait était pour Sarah. Ils avaient avec 4 mois ensemble chaque année, seulement 4 mois pour partager leur quotidien. Cookie l'aidait pour les corvées hivernales, tandis que Sarah, fidèle à sa tradition, préparait des plats qui réchauffèrent le cœur, écoutant les récits de Cookie sur la dureté des sentiers. Ils eurent 3 enfants, 2 filles qui apprirent la médecine de leur mère et un fils qui apprit à s'occuper des chevaux de son père. La question la plus difficile à poser à leurs enfants restait: pourquoi leur père devait-il partir chaque année ? Ton père nous apporte de l'argent pour acheter ce qu'on ne peut pas fabriquer, expliquait Sarah d'une voix calme mais pleine de sagesse. Et Cookie revenait toujours. À travers les stampèdes, les traversées de rivières en crue et les blessures qui le laissaient souvent infirme, il revenait toujours. Chaque hiver, le levain, celui que Sarah lui avait donné, restait l'objet de ses pensées. Cookie le gardait en vie pendant 15 ans. Chaque jour, même au cœur des tempêtes de neige, il nourrissait cette culture vivante. Il le gardait près de lui pendant les nuits glaciales, l'enveloppant de couvertures, le posant contre sa poitrine pour le protéger du froid. Chaque fois qu'il nourrissait cette levure, il pensait à Sarah. Chaque pain qu'il faisait était un lien tangible entre eux, un petit miracle de l'amour et du souvenir. Les cow-boys plaisantaient souvent en disant que Cookie aimait son levain plus que toute autre femme, mais ils ne savaient vraiment pas à quel point ils avaient de raison, et à quel point ils avaient comme tort. Oui, Cookie chérissait son levain, mais pas simplement pour sa valeur pratique. Il l'aimait parce que c'était le dernier cadeau de Sarah, un lien vivant qui traversait des centaines de miles et des années de séparation. C'était la seule chose qui, chaque jour, les reliait au-delà de la distance, au-delà des épreuves du quotidien. La reconnaissance. Maintenant, 15 ans plus tard, le cercle était complet. Cookie était de retour dans le village et Sarah, maintenant une guérisseuse respectée, avait sauvé son équipe. Lorsqu'il s'approcha d'elle au poste de traite pour demander le remède, elle la reconnut immédiatement. Mais avec une sagesse silencieuse, elle garda son calme et le traita comme un étranger, cherchant à préserver sa réputation parmi les cow-boys blancs. Ce n'était que plus tard, lorsque son fils David rejoignit l'équipe en tant qu'aide, que la vérité éclata. Une nuit autour du feu de camp, Cookie se tourna vers David et, d'une voix douce, confia « Ta mère et moi sommes mariés. J'ai été ton beau-père depuis que tu avais 6 ans. » David hocha la tête comme s'il avait toujours su. « Je sais, » répondit David. « Ma maman m'a dit il y a des années. Elle m'a dit que tu étais un homme bon, celui qui apportait de l'argent pour qu'on puisse manger pendant les moments difficiles. » Cookie baissa les yeux, un soupir lourd dans sa poitrine. « Je devrais être là plus souvent, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. « Tu es là quand ça compte, » répondit David. « En hiver, quand le froid est le plus fort. » Le dernier souper. La dernière nuit avant d'atteindre la gare de Kansas, Cookie décida de préparer un festin. Il utilisa ses trésors accumulés, une boîte de tomates, du vrai beurre et des pommes séchées. Il fit cuire une tarte dans son four en fonte qui embaumait l'air de sa promesse de chaleur et de réconfort. Les cow-boys mangèrent, jusqu'à en grogner, riant des dangers qu'ils avaient traversés, la ruée de bétail, les serpents à sonnette et le scorbut que le remède de Sarah avait soigné. Cookie s'assit à l'écart, la pipe entre les lèvres, les yeux perdus dans la lueur des flammes. Demain, ces hommes se disperseront, et beaucoup d'entre eux, il ne les reverrait jamais. Mais ce soir, ils étaient peints vivants grâce à lui. Il se tourna alors vers David. « Quand nous arriverons à Kansas, je te paierai ton salaire, $25. Prends cela pour ta mère. »« Tu ne rentres pas à la maison » demanda David, une lueur de tristesse dans ses yeux. « Bien sûr, » répondit Cookie. « Je suis rentré chaque hiver pendant 15 ans. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. » La promesse tenue. Et il le fit. Lorsque le mois d'octobre apporta la première neige, Cookie récupéra ses salaires et partit à l'ouest. Sarah l'attendait. Ses filles coururent pour le saluer. Son fils, tout excité, voulait lui montrer un nouveau cheval. Cookie descendit de cheval, son boitement maintenant plus marqué que jamais. Sarah s'avança vers lui, ses yeux illuminés de tendresse. « Tu vieillis, Marie. »« Toi aussi, femme. » répondit-il, et ils rirent ensemble, malgré les années d'épreuves et de séparation.
Cette nuit-là, dans un souffle lourd de tout ce qu'il n'avait jamais dit, Cookie lui confia « J'ai utilisé les connaissances que tu m'as données, dit-il, le levain, les herbes. J'ai gardé les hommes en vie grâce à toi. Tu les as gardés en vie parce que tu t'es soucié de demander de l'aide. » Sarah sourit, ses yeux mi-clos, comme si la fatigue du monde pesait sur ses épaules. « Beaucoup d'hommes blancs auraient laissé leur fierté les tuer, répondit-elle simplement. L'héritage des grandes transhumances de bétail durèrent à peine 30 ans. Puis les chemins de fer arrivèrent, et la prairie ouverte se ferma définitivement. Cookie fit sa dernière transhumance à 47 ans. La douleur dans sa jambe le forçait à ralentir. Il prit ses derniers salaires et rentra définitivement chez Sarah. Ils passèrent encore 12 années ensemble, avant qu'il ne s'éteigne paisiblement dans son sommeil. Leurs enfants devinrent des ponts entre deux mondes. Le fils devint un gestionnaire de ranch respecté, tandis que les filles épousèrent des hommes qui honoraient leur héritage. Et ce levain, il est toujours vivant aujourd'hui, quelque part en Oklahoma. Un arrière-petit-enfant nourrit la même levure vivante qui a relié un cow-boy blanc et une guérisseuse Cherokee à travers 15 ans de séparation. Alors, la prochaine fois que vous verrez un film de l'Ouest et qu'un cow-boy solitaire disparaîtra dans le coucher du soleil, souvenez-vous de cette vérité. Ces hommes n'étaient pas toujours seuls. Ils avaient des femmes qui les attendaient et des enfants qui grandissaient en espérant leur retour. Et ce vieux cuisinier au chariot de cuisine, c'était le véritable héros, l'homme qui a gardé tout le monde en vie avec sa cuisine et ses remèdes. Mais c'était aussi un mari, un père, un homme qui partait chaque printemps, sachant qu'il pourrait mourir, mais revenait chaque automne parce qu'une femme l'attendait. L'Ouest n'a pas été construit uniquement par l'individualisme rude. Il a été construit par des familles qui ont relié des mondes, par des femmes qui ont tout maintenu ensemble et par des hommes qui sont revenus parce qu'ils avaient quelque chose pour lequel revenir. L'histoire de Cookie et Sarah n'a jamais été écrite dans les livres d'histoire. Aucun monument n'a été érigé à leur sujet, mais leurs descendants savent, et maintenant, vous le savez aussi. Et c'est un héritage suffisant. Et ainsi, l'histoire de Cookie et Sarah nous montre que la survie n'est pas simplement une question de force brute ou de chance. C'est une question de lien, de sacrifice et de ce que l'on choisit de protéger au-delà de soi-même. Au cœur des dangers du Far West, c'est l'amour et la sagesse qui ont réellement permis de tenir bon, de vivre chaque jour et de revenir à ceux qui comptent le plus. Laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de cette incroyable aventure dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de courage et de connexion, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de récits captivants. À bientôt pour un autre voyage dans le passé.